Bonjour à tous, voilà 2 semaines que je ne vous avais pas préparé une vidéo. J'étais resté sur des questions de dette, et de financement de la dette, lors de la précédente. Alors, maintenant c'est en train de devenir, si je puis dire, une habitude, c'est d'intercaler, d'autres sujets, et puis reprendre celui que j'avais initialement, lancé. Donc, aujourd'hui, je garderai pour une prochaine vidéo, ma réflexion sur les circuits du trésor avec ce démantèlement qui a été le leur au cours de la décennie 70 jusqu'à leur disparition. Je reviens dans cette vidéo en espérant qu'elle ne soit pas trop longue sur les développements récents qui ont affecté la scène de l'Union européenne, c'est-à-dire la question des réponses économiques que l'Union européenne a pu approuver, ou enfin a pu en tout cas encourager, sachant que nous sommes lundi et que mercredi, mercredi 27 mai, la Commission européenne devrait faire des propositions par rapport à un plan dit de relance ou de reprise d'activité, alors que la plupart des États ont commencé à déconfiner plus ou moins, ce qui ne change pas l'allure générale de nos économies, c'est-à-dire orientées à la baisse. C'est en somme marqué par une contraction de l'activité et une remise en cause peut-être plus durable de certains de nos secteurs, comme le tourisme, l'aviation civile et bien d'autres choses encore. Alors dans cette vidéo, je voudrais revenir sur la question: l'ordre économique européen est-il ébranlé définitivement, ou il n'en est rien? Pour répondre à cette question, je voudrais faire un retour toujours par l'histoire, même l'histoire la plus récente, pour comprendre d'où l'on part et où l'on arrive, même si aujourd'hui nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que les choses vont changer ou sont en train de changer. Alors, pour cela, revenons, je dirais, aux origines de la construction européenne, c'est-à-dire dans les années 50. Il faut bien comprendre que ce que l'on appelle l'Union européenne, autrefois la Communauté économique européenne, c'est-à-dire une union d'États, un nœud de traités qui successivement a fait naître un marché commun, qui a fait naître avant ça une union douanière, puis un marché commun, puis une union économique et monétaire, bon, un marché unique comme on connaît. Bon, toutes ces étapes ont été l'enfant de traités successifs. Ce qui est certain, c'est que à aucun moment ces traités successifs ont été inspirés par quelque chose qui relève du keynésianisme, ou encore, plus loin encore, d'une forme de socialisme. Et il ne faut pas confondre, comme on le fait trop souvent, ce que les différents États ont élaboré au sein de leur nation, c'est-à-dire des compromis entre le capital et le travail qui ont pris la forme d'États sociaux, avec une socialisation de l'économie, avec les choix et les orientations de cet ensemble censé les dépasser, qui est la communauté européenne, puis l'Union européenne. Autrement dit, à aucun moment le keynésianisme a été à l'honneur, à aucun moment le socialisme a été à l'honneur, et ce que l'on appelle le modèle social européen ne veut pas dire grand-chose. Il s'avère simplement qu'au niveau européen, c'est-à-dire dans cet ensemble d'États qui s'est agrandi au fil du temps, on retrouve toute une série d'États qui, pour des raisons propres à leur histoire, ont développé des modèles sociaux qui reposaient plus sur les cotisations, d'autres sur les impôts, d'autres qui étaient un mixte. Et
le développement de l'État social en Grande-Bretagne, le développement de l'État social dans les pays scandinaves, le développement de l'État social dans les pays méditerranéens, le développement de l'État social en France, ce sont, comment dire, des choix qui ont été construits dans un espace national et dans le cadre d'une histoire nationale. En rien, il est possible de parler d'un modèle social européen. On pourrait dire néanmoins que ce qui est la signature de l'Union européenne dans la mondialisation, ce sont les États sociaux, puisque c'est l'espace au monde dans lequel les dépenses sociales sont les plus conséquentes, si on devait additionner les dépenses sociales de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre, de la Suède, et j'en passe. Mais pour autant, cela ne signifie pas que l'Union européenne a été pensée avec un souci de socialisation de l'activité économique ou avec le souci de la redistribution. Il suffit de garder à l'esprit que le budget européen, dont on parle beaucoup en ce moment, dépasse le 1% des PIB additionnés, et il était clairement indiqué dans les traités que en rien ce budget pouvait être en déséquilibre et jouer le rôle de soutien à l'activité économique, c'est-à-dire remplir les trois fonctions qu'un économiste américain qui s'appelle Robert Musgrave en 1959 avait énoncées, c'est-à-dire c'est la théorie des trois bureaux de Robert Musgrave. Le premier bureau, c'est le bureau de l'allocation, le deuxième bureau, c'est le bureau de la stabilisation, et le troisième bureau, c'est le bureau de la redistribution. À la limite, on pourrait dire que l'Union européenne, avec ses fonds structurels, avec son soutien à l'agriculture, on pourrait dire remplit pour partie une fonction d'allocation. De stabilisation, on le voit bien, n'a pas vocation à amortir ce qu'on appelle les effets d'un cycle, c'est-à-dire que si le cycle est orienté à la baisse, ce n'est pas la dépense publique européenne qui va soutenir l'activité. Et de redistribution, on ne voit rien qui ressemble à l'heure actuelle. Tout cela pour dire que lorsque s'est affirmé le marché unique et ensuite l'euro, on peut dire que c'est forgé qu'à une sorte de modèle ou d'ordre économique qui a été promu à la fois par les élites administratives des différentes nations, qui a été promu aussi, poussé par certains lobbying privés, patronaux, pardonnez-moi, ou encore qu'on a pu retrouver dans la haute fonction publique européenne. Et quel était cet ordre économique? En gros, lorsqu'est né le marché unique et l'euro et la monnaie unique, l'idée était la suivante. Il fallait une banque centrale indépendante et qui avait pour vocation d'assurer la stabilité des prix, ce qui signifie en économie ni inflation ni déflation, mais l'insistance a plus porté sur l'inflation, on voit bien la marque allemande. Et pourquoi il y avait cette idée que il fallait se limiter à la stabilité des prix, parce que derrière ça, il y avait une théorie économique qui était tout sauf keynésienne, qui consistait à penser que la monnaie, ou la manipulation de la monnaie, ou l'action sur les quantités de monnaie en circulation, n'avait pas d'effet sur ce qu'on appelle la sphère réelle, c'est-à-dire sur la production, la consommation, la répartition. Et que il y a toute une théorie qui a essayé d'expliquer que la politique monétaire, au mieux, pouvait être efficace à court terme, mais à long terme, elle ne l'était pas, et que, globalement, laisser les États agir avec cette politique monétaire n'était pas une bonne chose. N'était pas une bonne chose parce que la monnaie n'avait pas d'effet sur la sphère réelle. Il y avait ce qu'on appelle la dichotomie entre la sphère réelle et la sphère monétaire, donc il n'y avait pas d'action de l'un sur l'autre, contrairement à Keynes qui disait que nous étions dans des économies monétaires de production et que la théorie keynésienne s'est structurée avec la monnaie comme élément central. Et d'autre part, dans cet ordre économique, il y avait l'idée que laisser la manipulation de la monnaie aux États
avait pour conséquence de générer une politique monétaire démagogique qui avait que pour seule vocation de répondre à des besoins électoraux immédiats et de ne pas garantir une sécurité économique par ce type de manipulation. Donc il fallait qu'elle soit absolument indépendante, la monnaie, dans sa gestion, et que celui qui est à sa tête montre de manière inflexible son désir d'en finir avec l'inflation. Donc, premier pilier, monnaie jugée neutre, jugée sans action sur la sphère réelle, dichotomique, et confiée à une banque ultra indépendante parce que méfiance à l'égard du pouvoir public. Donc, tout ça, c'est un arrière-fond théorique qui n'est pas keynésien, qui vient de ce qu'on appelle la nouvelle économie classique américaine, ou qui est aussi dérivé de ce qu'on appelait autrefois la théorie quantitative de la monnaie, qui est une théorie très ancienne et qui remonte à Jean Bodin au XVIe siècle, et qui a été actualisée par le monétarisme par la suite. Bon. Donc, dans cette perspective, le deuxième pilier, qui était le pilier budgétaire, le pilier budgétaire devait être encadré, structuré par des règles, c'est-à-dire des règles qui contraignent l'usage du budget. C'est le choix de la règle contre la discrétion, pour reprendre le titre d'un papier célèbre de Milton Friedman. Au niveau européen, le budget ne pouvait pas dépasser ce 1% dont je parlais tout à l'heure, ne pouvait pas remplir la fonction des 3 bureaux de Musgrave dont je parlais tout à l'heure, et au niveau national, il fallait une succession de contraintes pour limiter le budget. Pourquoi ? Parce qu'il était dit que s'il n'y avait pas ces contraintes, les États seraient encore une fois tentés d'utiliser trop discrétionnairement l'arme budgétaire, ce qui entraînerait effectivement une croissance des déficits, donc des dettes, entraînant alors une augmentation des taux d'intérêt sur le marché obligataire, et ça créerait aussi un autre effet qu'on avait appelé un effet d'éviction, c'est-à-dire que les États récupéreraient pour eux sur le marché du capital les liquidités nécessaires pour financer leurs déficits, et ça empêcherait le secteur privé de trouver les liquidités pour financer leurs investissements. Donc de ce fait, on avait dit attention, stratégie de passagers clandestins, certains vont être laxistes budgétairement et vont faire payer la note aux autres. Alors on a créé cet ensemble de règles. À ces deux éléments s'ajoutait un troisième dans le pilier européen, c'est-à-dire que comme la monnaie était jugée sans effet réel sur l'économie et que le budget devait être contraint, d'où devait venir, si vous voulez, la dynamique, l'entraînement des économies vers la croissance et le développement, un ensemble de réformes dites structurelles. Alors, qu'est-ce que c'est que des réformes structurelles? C'est des réformes qui affectent les structures, banalement, et les structures de quoi? Les structures du marché du travail, c'est-à-dire la manière dont on y entre, la manière dont on y sort, c'est-à-dire les règles d'embauche, les règles de licenciement, les types de contrats qu'on va y trouver, et des réformes structurelles qui vont affecter cette part dont je parlais tout à l'heure, qui est la part socialisée de l'économie, c'est-à-dire la protection sociale, le droit du travail et tout ce qui ressort de la maladie, des retraites, plus des structures des marchés des biens et services, c'est-à-dire la manière dont on entre sur un marché, dont on sort sur un marché. Donc ça pose la question des barrières à l'entrée, de la libre sortie sur un marché, et avec à l'intérieur de ces marchés des structures de marché qui peuvent être très différentes, monopolistiques, un seul, oligopolistique, quelques-uns. Et dans l'esprit européen, il s'agissait également d'engager des réformes de structure sur ces marchés, c'est-à-dire mettre fin à certains monopoles, encourager la logique de la concurrence et favoriser la déréglementation, qui pouvait déboucher oui ou non sur des privatisations, puisque l'un n'entraînant pas forcément l'autre. Et à ça s'ajoutait au niveau externe la promotion du libre-échange et de la libre circulation des capitaux.
Donc si on résume, quelle était cette proposition européenne en matière de politique économique? C'est une monnaie neutralisée, occupée, tout entière occupée à combattre l'inflation, un budget contraint par des règles pour éviter les stratégies de passagers clandestins et la présupposition non keynésienne sur le fait que ce n'est pas le budget, c'est la dépense publique qui peut avoir aussi des effets d'entraînement dits multiplicateurs sur l'économie. Des réformes qui devaient affecter le marché du capital avec ce que j'ai dit, la libre circulation des capitaux, des réformes qui devaient affecter le marché du travail avec la promotion dite de la flexibilité, c'est-à-dire comprimer le coût du travail, avec facilité de licenciement, le développement de contrats qui n'étaient pas des contrats typiques type CDI. Réforme sur le marché des biens et services pour encourager des réglementations, privatisations, et au milieu de tout ça, l'encouragement au libre-échange comme moyen également de tirer la croissance. Donc, en somme, l'édifice européen était le suivant, c'est-à-dire non keynésien et en faveur de ces réformes structurelles pro-libre-échange et en faveur de la libre circulation des capitaux. Ce modèle-là a montré toutes ses limites, puisque la zone euro, de sa création jusqu'à nos jours, n'a jamais montré un dynamisme spectaculaire en somme, ni la stabilité n'ont été au rendez-vous, ni la croissance par ailleurs. Et ce gouvernement par les règles, avec la promotion obsessionnelle de ces réformes structurelles, ont entraîné le continent plutôt vers la déflation que la surchauffe et que le développement. Et on a assisté à la multiplication des stratégies qui devaient amplifier cette logique, stratégie de Lisbonne en 2000, stratégie Europe 2020 après, sans succès réel. Quand est arrivée la crise économique de 2008-2009, ce modèle a été enfoncé une première fois. Enfoncé par un bref relapse keynésien qui a duré 2 ans, où les États sont venus au secours d'économie, ont fait des plans de relance, ont soutenu, et la Banque centrale a commencé à s'émanciper de ce modèle avec le fameux moment Draghi de 2012, le whatever it takes, l'idée qu'il fallait sauver l'euro. Et là, on a vu une banque centrale utiliser des instruments dits non conventionnels et qui a eu pour vocation de remettre en cause un peu l'édifice d'origine, puisque en facilitant la liquidité dans l'économie, en rachetant des titres de dette publique, il y avait la reconnaissance quelque peu consciente, inconsciente, volontaire ou involontaire, que oui, la monnaie n'était pas dichotomique, elle était en lien avec l'activité économique et qu'il y avait des effets de la sphère monétaire sur la sphère réelle et que cette séparation entre les deux était artificielle. Bon, ça a été, si vous voulez, le premier moment où on jette un pavé dans la mare de ça. Mais d'un point de vue budgétaire, rien n'avait vraiment changé puisque, à part le bref moment keynésien, en 2011, on revient à l'austérité et les règles qui avaient montré toutes leurs limites. La stabilité économique n'était pas vraiment au rendez-vous, la stabilité financière non plus, la croissance non plus, mais on rajoute une louche à partir de 2011 avec la naissance du traité sur la coopération de la gouvernance en Europe, où on renforce encore plus les règles, et c'est toute la phase austéritaire dont nous allons payer toutes les conséquences, puisque l'Europe replonge dans la crise entre 2011 et 2013 du fait de ce choix. Et lorsque on sort de la phase austéritaire, sans vraiment en sortir complètement, mais partiellement, que se passe-t-il ?
eh bien, on se retrouve toujours dans le même scénario, avec une monnaie qui s'est un peu affranchie du modèle, le budget qui reste toujours contraint avec des orientations qui restent austéritaires, qui restent marquées par la réduction de la dépense publique ou par le fait de limiter la croissance de la dépense publique au niveau européen. Et au niveau des réformes structurelles, ça continue. Puisque les États sont invités à poursuivre eh bien toutes ces choses dont on va payer largement les conséquences aujourd'hui, c'est-à-dire des réformes en matière de santé, ce qu'on va faire à l'hôpital, ce qu'on va faire dans les services publics, favoriser la concurrence, et la machine libre-échange continue à plein, puisque à un moment donné on parle d'un traité avec les États-Unis, puis arrive celui avec le Canada, et autres. Donc l'édifice européen lui-même n'avait été que partiellement ébranlé, juste dans sa composante monétaire. Donc là, nous allons voir, là, je vous fais une deuxième vidéo qui va suivre pour ne pas faire une première trop longue, sur la suite de ça, c'est le thème de la vidéo qui suit sous peu.